Chiconi FM en week-end. Olivier, Odile Breton. Ah ouais, c'est... Désolé. Excusez-moi. Suivi après de François Hermé, nos spécialistes, et Jean-François Waro. Après, on va avoir une présentation locale en duo de notre présidente Razafina Bani. Oui, Razafina Mati, avec le directeur Michel Ahmed, qui est quelque part ici dans la salle. Michel Mati. Ah oui. Suivi de Bernard Brieux. Et on termine ce module avec Eugène Larcher. Voilà, mes chers amis, Monsieur le Président, si vous souhaitez intervenir, sinon on attaque directement avec nos intervenants. Merci. De nous recevoir, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Nous sommes également heureux, en tant qu'universitaires, d'avoir un plateau un peu différent que d'habitude. On a l'habitude de faire des colloques entre nous. Là, nous le faisons mieux. On s'est intéressé ici sur le tourisme en Outre-mer, et l'idée étant de se demander, est-ce que réellement ce secteur est un secteur d'avenir? À l'évidence, c'est oui, mais un oui mais. Alors, quelques mots d'introduction. Globalement, la France est présente territorialement sur tous les océans grâce à l'outre-mer. L'ultramarin français couvre 120 000 km², 2,6 millions d'habitants. Ses économies possèdent un patrimoine naturel exceptionnel. On dit que 80% de la biodiversité française est dans les outre-mer. Il y a également des atouts qui sont liés à l'identité et la diversité culturelle. Là-dessus, je pense que Mayotte est un bon exemple. Donc tout cela constitue des opportunités de développement, notamment en matière touristique. Quand on regarde ça par rapport avec le prisme de la théorie économique, donc globalement, la théorie économique souligne que la voie touristique offre effectivement des perspectives économiques intéressantes pour les petits territoires insulaires que sont les DOM. On a par exemple la théorie du tourisme-led growth hypothesis qui dit que le tourisme peut être un vecteur, peut tirer la croissance. Et globalement, il y a beaucoup d'études qui montrent un lien empirique positif, un lien significatif entre les recettes touristiques et la croissance. C'est un modèle particulièrement performant et globalement, contrairement à d'autres secteurs, le tourisme sait tirer parti du contexte insulaire. Ce qui peut paraître comme un inconvénient pour d'autres secteurs, le caractère insulaire pour une économie est un avantage comparatif et il est vrai que le tourisme peut en tirer parti. Globalement, ce n'est pas une activité de haute technologie, ça ne nécessite pas un travail hautement qualifié. Les îles ont un avantage compétitif dans ce domaine et globalement, même au niveau mondial, il y a de forts potentiels de croissance. Alors chaque médaille a son revers. Le tourisme apparaît également comme étant une activité prédatrice pour le développement soutenable des petites économies. Il peut exister des facteurs qui réduisent l'efficacité économique. Donc sans vouloir refaire un cours d'économie, il peut y avoir tout un ensemble de fuites qui vont limiter les retombées pour les territoires. Il y a ce qu'on appelle également le syndrome hollandais, qui fait que, globalement, le tourisme peut être également un secteur
qui mettent en danger les économies. Qu'il y a un potentiel de développement, mais limité à un certain seuil touristique qu'on ne doit pas franchir, parce qu'au-delà de ce seuil, ça deviendrait contre-productif. Donc, ah oui, c'est revenu en arrière. Voilà. Donc alors, deux aspects essentiellement que je vais analyser sous l'angle théorique, mais avec des éclairages chiffrés, appliqués. D'abord, se poser la question de est-ce que le tourisme est une activité à durée de vie limitée? Si on en croit la théorie, oui. Donc en fait, essentiellement, donc l'idée en fait est de dire que le produit touristique est un produit comme un autre, avec effectivement une phase de croissance quand il est à la mode, quand le produit est demandé par le marché, et puis au bout d'un certain temps, il devient dépassé et ne correspond plus aux attentes du consommateur, et donc on va assister à une phase de déclin, avec même une disparition du secteur. Alors bien sûr avec deux grandes différences par rapport à un produit normal, qui est effectivement la multiplicité des acteurs, des parties prenantes, donc qui rend effectivement le contrôle du secteur très compliqué, et puis un concept sur lequel je vais insister tout à l'heure, qui va effectivement être déterminant pour l'éclairage, c'est le concept de capacité de charge du territoire, qui dans le cas du tourisme est nécessairement multidimensionnel. Donc l'approche qui est la plus connue en fait, sur laquelle s'appuient effectivement la plupart des travaux et donc des enseignements en termes de politique économique concernant le tourisme, c'est l'approche donc du cycle de vie de la destination touristique qui commence à être un peu ancienne, même si au fur et à mesure des années elle est remise un peu au goût du jour avec des améliorations. Donc c'est l'approche de Butler qui nous dit très clairement que effectivement il y a une limite au développement touristique, un optimum touristique, que la destination va atteindre au bout d'un moment, lorsqu'elle va atteindre effectivement sa capacité de charge. Et donc on a une évolution qui est commune à pratiquement toutes les destinations insulaires, reposant sur la succession de 6 étapes, donc une étape de découverte, donc d'exploration, d'implication, de développement, de consolidation, et puis une fois qu'on a atteint la capacité de charge du territoire, ça va s'inverser, d'abord par une phase de stagnation, et puis après la stagnation, en fait, tout dépend de la réaction des autorités politiques, en matière de politique touristique. Soit on s'intéresse à restaurer cette capacité de charge, et on peut repartir effectivement sur un mouvement à la hausse, ou alors on ne s'intéresse pas du tout à restaurer effectivement tout ce qui est environnement, même cohésion sociale, qui on verra, c'est des choses qui peuvent être remises en question par une intensité touristique trop importante. Et là, on va carrément assister à un phénomène de déclin, avec même la disparition du secteur, si là-dessus se greffe par exemple un cyclone ou une crise sanitaire qui va remettre en question totalement l'activité. Donc là, vous me dites effectivement, c'est assez intéressant, parce que lorsque on reprend là, les courbes que François a présentées tout à l'heure sur la fréquentation touristique, pour la plupart des DOM, on est aujourd'hui dans une phase de stagnation, depuis le début des années 2000. Donc là, on aurait tendance à dire, oui, si on rapproche les courbes de la courbe théorique, les DOM seraient plutôt, enfin les destinations outre-mer seraient plutôt ici, donc avec un produit qui est en train de mourir et peut-être de disparaître. Alors, je vais quand même insister sur le fait que ça serait une grave erreur de penser ça, parce que là, on est bien effectivement sur une trajectoire de long terme, et la phase de stagnation correspond à des destinations qui sont déjà extrêmement matures, donc en termes de pénétration touristique, ce qui n'est pas du tout le cas de nos destinations. Et donc, pour bien comprendre, en fait, pour rapprocher les faits, on va dire, de la théorie, alors je passe rapidement, j'ai mis sur les diapos, si vous voulez, mais bon, je n'ai pas forcément le temps de tout développer sur les différentes étapes, on pourra revenir dessus après. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la théorie des cycles de vie, c'est une explication de long terme, mais bien évidemment, à court terme, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et donc, il faut rajouter à cette théorie un peu de long terme, une explication de court terme qu'on va trouver dans la littérature économique à travers les approches chaotiques, un type de chaos. Et en fait, c'est, pour rester très très simple, l'idée est de dire que la théorie, donc la trajectoire commune à long terme, effectivement, ça nous donne une indication à long terme de la performance d'une destination, mais il va se produire à court terme tout un tas de combinaisons entre différents secteurs qui vont très bien condamner une destination à rester enfermée dans une étape bien précise. Et donc la trajectoire très amicale de Jean-Luc Rigaud, qui est le président de l'association des communautés de France, qui est le maire d'Annecy et le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, ainsi d'ailleurs que de Loïc Corré, que certains ici connaissent bien et qui est le président délégué.
entre l'ADCF, Association des communautés de France, et Interco d'Outre-mer, c'est une vieille et belle et longue histoire d'amitié et de coopération. Et bien évidemment, nous avons répondu, comme toutes les années, présents à ce congrès annuel, et je tenais à remercier les organisateurs de nous avoir invités et de nous y accueillir. Je suis donc Olivier Audy-Berthoin, je suis le président d'une communauté d'agglomération de 23 communes. Elle est située dans le département du Var. Alors vous allez voir, ça a quand même un lien avec le tourisme. Nous sommes, paraît-il, le premier département touristique du premier pays touristique du monde, dont le tourisme est quelque chose qui nous parle. Mais vous verrez que même dans ces territoires qui sont structurés depuis tant d'années en matière d'accueil touristique, vous verrez que les problématiques sont aussi les mêmes. Cette communauté d'agglomération dracénoise, elle fait à peu près 120 000 habitants. Je voudrais développer ces idées sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est revenir, pour bien poser les chiffres, revenir sur les quelques statistiques en notre possession, au niveau national et au niveau ultramarin. Deuxièmement, bien sûr, comment ne pas parler de tourisme et d'intercommunalité, plus particulièrement depuis la loi du 7 août 2015, la loi NOTRe, qui donne compétence obligatoire aux intercommunalités à fiscalité propre la compétence du tourisme, et puis quelques idées sur les enjeux, les solutions territoriales, et ce qui me permettra d'apporter un éclairage à l'étude que vous nous avez présentée. Je remercie d'ailleurs pour votre travail, et peut-être que dans mes propos, mais c'est bien ça aussi le sens du débat, peut-être que dans mes propos, je tempérerai un peu cette notion que j'ai trouvée personnellement en grande partie réaliste, mais un peu pessimiste quand même concernant l'activité touristique. Et je pense ainsi, avant les échanges dans la salle, pouvoir nourrir le débat. Quelques données chiffrées donc pour introduire le débat. Sur le sujet, la France dans son ensemble, c'est 83 millions de touristes accueillis en 2016. Nous sommes la première destination au monde. La tendance 2017 est en progression, bien que l'année ne soit pas terminée. On escompte pour 2017 5 millions de plus de touristes qui ont choisi la destination France, ce qui porterait à la fin de l'année 2017 le nombre de touristes accueillis dans notre pays aux alentours de 88 millions, sachant que le gouvernement s'est fixé un objectif de 100 millions de touristes pour l'année 2020. Tout cela représente 8% de notre PIB pour 2 millions d'emplois directs et indirects. On a tendance à dire que c'est 1 million d'emplois directs, 1 million d'emplois indirects. Alors, les chiffres, on dit souvent, on leur fait dire ce que l'on veut. Quand nous sommes à 8% du PIB, c'est quelque chose d'important. Pour autant, quand on est la première destination touristique du monde, est-ce que, et je pose la question, est-ce que 8%, c'est un chiffre important? Vous y répondrez peut-être tout à l'heure. Passer à 100 millions de visiteurs aux alentours de 2020, ça représente la création de 300 000 emplois supplémentaires. Chaque destination travaille à l'allongement du séjour. Et c'était les recettes touristiques de 40 milliards par an à 50 milliards par an. Vous voyez que ce n'est pas neutre du tout pour l'activité économique de notre pays. Les Outre-mer, dans son grand ensemble, je reprends les chiffres très rapidement, la Réunion, oui, aux alentours de 5%, malgré d'ailleurs une progression de 11% de la fréquentation hôtelière, et on a passé la barre symbolique à la Réunion du million de nuitées. Et regardez bien les gaps. La Réunion, 1 million de nuitées, le département du Var, 75 millions de nuitées par an. Vous voyez qu'il y a encore une très très belle marge de progression pour la Réunion.
Et par rapport, Madame la déléguée générale, par rapport à la question que vous posez concernant le requin, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien parlementaire, il ne passait pas une semaine aux questions au gouvernement sans qu'un élu ultramarin pose la question de la problématique des requins. Alors bien évidemment, c'est une vraie problématique, mais quand on regarde par rapport aux stations de ski, au nombre d'accidents de ski qui sont générés, et vous voyez, pourtant ça n'empêche pas, les accidents de ski n'empêchent pas le développement touristique de ces stations, d'autant que la plupart des accidents, mais peut-être me démentirez-vous, la plupart à l'imprudence des Réunionnais eux-mêmes, parce que c'est une tradition, on a l'habitude de se baigner là où on veut, et donc au bout du compte, et heureusement, assez peu. Outre-mer d'avoir choisi Mayotte pour la 11e conférence. Dans le programme de cette conférence, il m'a été demandé de vous présenter les spécificités. Effectivement, il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire. Mais je vais cet après-midi vous livrer juste une brève introduction du tourisme à Mayotte et je laisserai la parole à mon directeur pour approfondir le sujet. Cela fait presque une trentaine d'années depuis qu'on dit que le tourisme à Mayotte est embryonnaire. Ceci est effectivement un fait, puisque depuis 2015, les indicateurs du tourisme ne connaissent aucune évolution favorable, ni du point de vue des chiffres de la fréquentation, des capacités. Et ceci est bien connu par tous, notamment par les différents présidents de la République en visite sur notre île. Ça fait défaut le micro. C'est défaut micro, pile. Est bien connu par tous, notamment par les différents présidents de la République en visite sur notre île, que le tourisme présente des potentialités et des avantages naturels de premier choix qui pourraient permettre à notre département d'occuper une bonne place parmi les autres destinations ultramarines et voire même une place au niveau du tourisme international, notamment dans le segment de destinations plongées. Alors que les autres destinations de la région océan Indien et aussi des Antilles françaises bénéficient plutôt d'une image connue au niveau de la France métropolitaine, au point d'envisager d'autres marchés émetteurs comme la Chine, l'Inde et les États-Unis. Pour Mayotte, nous avons encore de réels potentiels sur le marché national, voire même régional avec la Réunion et l'Afrique du Sud, puisque nous n'avons même pas encore exploité 5% de ces marchés. Ce qui signifie des perspectives de part des marchés intéressants à prendre. Malgré ces potentiels et perspectives, nous n'avons pas encore pris conscience des enjeux du tourisme dans le développement d'une île, de surcroît d'une île comme Mayotte. Et pourtant, le comité de tourisme ne cesse de lancer des initiatives au niveau local, aussi bien à l'endroit des pouvoirs publics, des partenaires privés que la population, pour qu'enfin une prise en compte favorable et durable du développement touristique puisse voir le jour. Un travail de sensibilisation et d'accompagnement est proposé aux communes, aujourd'hui aux intercommunalités, notamment avec une mise en l'honneur au dernier salon du tourisme et des loisirs de Mayotte de septembre dernier. Des assises du tourisme à l'endroit des élus et même en avril cette année, un séminaire intitulé « Séminaire tourisme avec les élus ». Je finirai juste par interpeller et dire à l'endroit des participants ici présents et en priorité à mes collègues de Mayotte que le tourisme doit avoir un bel avenir ici, mais pour cela, il nous faut faire le leitmotiv suivant: le tourisme est l'affaire de tous et le mettre à l'épreuve quotidiennement. Je vous en remercie. Et pour certaines choses, donc vous verrez notamment pour nos invités extérieurs directement sur le terrain.
Alors, parler du tourisme à Mayotte et dire la spécificité du tourisme à Mayotte, c'est déjà peut-être être au même niveau d'information en termes de chiffres. Mais les intervenants qui sont passés en premier nous ont donné déjà des éléments, donc je vais passer, disant tout simplement que depuis 2010, on va même dire 2006, le chiffre du tourisme n'augmente pas. Il reste, grosso modo, 45 000, 50 000 touristes. On n'arrive pas à aller au-delà. Il y a une question à se poser. Pourquoi? Alors que les autres destinations, notamment si on prend l'océan Indien, on constate que l'île Maurice donc, augmente très bien. La Réunion, on peut mettre en cause le comptage, mais de toutes les façons, à la sortie, on voit que ça augmente. Et à Mayotte, on reste à 50 000. Il faut qu'on se pose une question. Pourquoi? Dans ces 50 000, il faut mettre ça en parallèle avec les infrastructures, à commencer en premier par l'hébergement touristique. Alors, il y a à Mayotte, effectivement, comme dans d'autres destinations, plusieurs éléments handicapants qu'on peut mettre en avant. Mais pour Mayotte, en tout cas, et gagner du temps, j'ai choisi de prendre deux éléments que les autres collègues ultramarins connaissent, mais chez nous, c'est multiplié tout simplement par 15, voire 30. C'est le cas de l'hébergement, par exemple. On peut voir le premier tableau sur Mayotte, on est à 1000 lits, toutes catégories confondues, d'accord? Quand nos collègues à côté de la Réunion se plaignent, revendiquent plus d'hôtels, plus d'infrastructures, en tout cas d'hébergement, notamment comparé à certaines destinations. On a vu tout à l'heure le classement, notamment Maurice, pour prendre l'exemple dans la région. Alors, ça pose problème effectivement parce que aujourd'hui, Internet change les choses, mais en attendant, il y a un modèle traditionnel qui est là, qui fait que les destinations touristiques se font et se défont par les tour opérateurs. Et un tour opérateur a besoin d'avoir un seuil critique pour pouvoir programmer une destination. Je prends un exemple tout simple. À La Réunion, il se permet... Chiconi FM en week-end.